Bonjour à tous, et bien voilà, il est 12 heures, un petit peu plus de 30 minutes. On va commencer toujours comme chaque jour désormais par l'ouverture. Et l'ouverture aujourd'hui, c'est le CHU. Alors, faut-il ouvrir ou fermer ou laisser fermer le CHU? 15 jours après l'incendie, la polémique dure toujours. Alors, dans un premier temps, le 5 décembre, le préfet fait une visite du CHU. Et à ce moment, il dit nous ne sommes pas très sûrs que tout va bien et annonce qu'il ne faudrait pas encore ouvrir le CHU. Quelques jours après, l'ARS maintient sa position, mais entre-temps, l'UTS, qui n'est pas toujours d'accord avec la préfecture, se positionne sur la position du préfet et menace même de porter plainte pour non-respect de la vie d'autrui, pour un certain nombre de carences, et menace même d'aller plus loin, d'aller en justice. Alors, l'ARS maintient sa position, et puis, brutalement aujourd'hui, nouveau point de la situation, et c'est un communiqué qui sort de la direction même de l'hôpital, où on annonce que finalement, selon le programmiste issu de l'EPRUS, l'état des bâtiments et des secteurs permet d'envisager une remise en fonctionnement global progressive dans des délais courts de l'ordre de 6 à 7 mois. Il y a 15 jours, on parlait de l'ouverture du CHU pendant les fêtes du carnaval. Mais je crois bien que les choses vont encore durer. Qui a tort, qui a raison? L'UTS a-t-elle raison de maintenir sa position? Le préfet a-t-il raison de maintenir aussi sa position? Et l'ARS aujourd'hui se trouve entre, comme on dit en créole, entre fit et fente. Finalement, ce CHU, il n'est pas prêt d'ouvrir. Il faudra bien attendre quelques jours. Voilà. On va quitter le CHU et tout de suite on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir Richard Victor Cécilie Cayol. Bonjour. Bonjour. Il sera interrogé avec moi comme d'habitude par Marie-France Goujo-Etna. Bonjour. Bonjour. On va aussi recevoir un peu plus tard M. Eliezer Sitian, puisque vous savez le mois de décembre c'est le mois de la fête de l'arrivée des premiers Indiens, immigrés indiens en Guadeloupe. Eliezer Sitian est là et d'ailleurs il y aura une exposition à Pointe-à-Pitre. Il viendra en parler tout à l'heure. Et puis comme d'habitude le vendredi, on fera un petit tour en croisière avec notre amie Elisabeth qui sera tout à l'heure avec nous. Sinon, eh bien, Keïssa, bonjour. Bonjour Dani. Les titres de l'actualité. Hier soir, et plus précisément en début de soirée, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déposé ses valises sur notre île. Ce sera l'une des dernières visites ministérielles de l'année, en tout cas pour notre archipel. À cet effet, nous nous rendrons au lycée hôtelier du Gosier où elle a pu effectuer une visite du campus et faire divers échanges. Et puis nous remonterons vers Pointe-à-Pitre où nous irons au lycée Carnot dans le cadre d'une journée sur la thématique autour de nos traditions. C'était hier, les élèves de l'établissement se sont fait un réel plaisir de reproduire des pièces de théâtre écrites par Benzo. Un moment qui a su mettre en lumière les multiples manières de vivre cette période de festivités aux Antilles. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec la réouverture du Cheyenne. C'était hier soir et c'est pour vous. Les images seront en exclusivité sur Canal 10. La boîte située au Gosier a réouvert sur le nom de l'Olympe. Mais tout de suite, on passe à l'interview avec Danick et on reçoit Richard Victor Cécilie Cayol, artiste plasticien. Voilà, merci donc à Keïssa. Effectivement, on va recevoir un plasticien reconnu, connu et reconnu. Mais avant, si vous ne le connaissez pas, mais voilà, Marie-France Goujo-Etna, tout de suite, va nous faire son portrait. Absolument. Donc Richard Victor Cécilie Cayol, vous êtes né en 1969 à Pointe-à-Pitre et vous êtes né dans une très grande famille puisque vous étiez 12 enfants et vos parents ont bien fait les choses, 6 filles, 6 garçons. Alors quand on est dans une grande famille, bien évidemment ça a ses avantages, dites-vous, puisqu'on n'est jamais seul, on ne s'ennuie pas, et ça a aussi ses inconvénients et notamment la notion de partage. Alors pour vous c'était parfois douloureux et vous m'avez notamment raconté une anecdote que vos parents avaient acheté un jeu de Monopoly et qu'en fait ça vous embêtait beaucoup de partager ce jeu de Monopoly jusqu'au jour où vous avez trouvé que jouer seul, c'était finalement pas très drôle. Donc en fait, cette notion de partage, c'est ce qu'on apprend. Et ensuite, donc votre papa, était fonctionnaire. Votre maman, on disait à l'époque qu'elle ne travaillait pas. Alors vous trouvez cette appellation tout à fait injuste parce que vous dites que la maison, c'est une entreprise et qu'il faut savoir la gérer. Et vous dites d'ailleurs quelque chose de très joli. Vous dites, ma mère était l'entrepreneur de la construction de nos vies. Donc on l'aura compris, vous étiez très proche d'elle. Donc après le bac, vous avez une seule envie. En fait, pour vous, il y a une seule voie possible après le bac, c'est de faire l'école des beaux-arts. Sauf que vous devez vous débrouiller par vos propres moyens. Et là, vous avez une idée, en fait, une idée de génie en quelque sorte. Vous avez devancé l'appel et vous donc partez comme ça. Vous partez à l'armée, donc en banlieue parisienne. Vous vous inscrivez donc au cours du soir pour réussir le concours d'entrée à cette école et vous réussissez à vous faire réformer. Vous prétextez en fait un accident de moto que vous avez effectivement eu, mais vous en rajoutez
plaît beaucoup et vous êtes réformé et grâce à ça vous passez le fameux concours à l'école des Beaux-Arts. Le jour du concours c'est pas si simple parce qu'en fait le jury vous trouve trop expérimenté et donc là vous avez peur de voir votre rêve vous échapper et heureusement vous argumentez en expliquant que finalement ce qui vous intéresse c'est plus l'architecture et là vous êtes brillamment reçu avec un 16/20. Donc vous commencez cette école des Beaux-Arts qui se fait normalement en 7 ans et vous allez la faire en 3 ans et ensuite vous allez intégrer donc l'école d'art déco. Alors pourquoi êtes-vous aussi expérimenté en fait quand vous arrivez puisque vous êtes tout jeune étudiant? Vous êtes expérimenté pour 2 raisons majeures. La première c'est que depuis l'âge de 3 ans vous gribouillez en fait et vous dessinez ensuite grâce à votre maman qui avait des goûts artistiques. En fait votre maman sans être une artiste professionnelle adorait la peinture, adorait la décoration d'intérieur, elle était couturière et je crois qu'elle vous a passé effectivement ce goût artistique et ce goût pour l'esthétique. Et puis ensuite il y a eu un autre personnage qui a joué un grand rôle, en fait un rôle majeur dans votre vie et vous l'appelez d'ailleurs votre mentor, c'est Pierre Boniface. Alors Pierre Boniface était simplement cadre à la sécurité sociale mais c'était aussi en fait il était donc sculpteur de talent mais il refusait d'exposer et il a trouvé en vous donc un jeune homme plein de promesses et c'est lui qui a organisé votre première exposition donc au siège de la sécurité sociale au début des années 80 et à cette exposition vous avez vendu pratiquement toutes vos œuvres donc ça a été comme un fameux coup de pouce et surtout une manière quand même de vous donner confiance et donc c'est ce qui vous a permis. Alors pour l'anecdote aussi quand même c'est que vous lui avez offert en remerciement une toile, la première toile de votre exposition et qu'il a toujours gardée et cette année en 2017 Monsieur Boniface quitte la Guadeloupe et en fait il vient vous voir dans votre atelier et il vous remet la toile et en fait il vous dit que symboliquement cette toile elle appartient à la Guadeloupe et elle ne peut pas la quitter et cette toile vous allez l'offrir à sa fille qui elle reste en Guadeloupe. Donc on vous retrouve donc à l'école des Beaux-Arts puis ensuite à l'école d'art déco et donc on est en 1988 et à ce moment-là vous avez fini vos études et vous souhaitez rentrer en Guadeloupe. C'est un souhait et un besoin même direz-vous. Mais vous ne souhaitez pas rentrer en toute discrétion, vous organisez une exposition de Paris qui va se passer à Rimini-Souta et dans cette exposition en fait on va trouver toutes les techniques que vous avez appris en cette année, donc le dessin, la peinture, la photo mais également les images de synthèse et c'est ce qui va faire tout le succès de cette exposition, c'est en fait cette mixité des techniques qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite, vous créez une entreprise d'art graphique et vous êtes d'ailleurs le premier à vous spécialiser dans la fabrication des pochettes les maquettes, des pochettes de disques et vous allez travailler avec les plus grands artistes. Une entreprise en fait que vous allez faire évoluer bien évidemment et qui fermera ses portes en 2008. Aujourd'hui, vous êtes plasticien et vous êtes aussi coloriste conseil. Alors rapidement, coloriste conseil, c'est quoi? C'est l'aménagement des espaces, des décors de théâtre et des décors de salon comme celui du pavillon à la Foire de Paris, le pavillon de la Guadeloupe qui pour la 5e fois cette année vient de remporter le premier prix en étant le plus beau des pavillons et c'est grâce à vous. Donc Victor Saint-Silly, on vous a retrouvé aussi dans de nombreuses biennales, vous avez remporté de nombreux prix, vous avez exposé dans de nombreux lieux comme Dakar, mais aussi l'Italie et un peu partout en Europe. À la question traditionnelle, quel est votre meilleur souvenir ou votre plus mauvais souvenir? Alors vous répondez non sans malice qu'en fait ce qui a été le plus agréable ou le plus désagréable dans votre vie, vous ne le direz pas en public. La plus grande des qualités pour vous, c'est la vérité. Alors non pas la vérité, c'est-à-dire l'absence de mensonge, puisque vous dites que c'est presque indispensable pour notre survie, mais la vérité quand elle s'apparente à la sincérité. Et enfin, le plus grand des défauts selon vous, c'est la mauvaise foi. Et à la dernière question, votre vision de la Guadeloupe, vous dites que vous avez un sentiment presque politique à ce niveau-là. Ce que vous aimeriez le plus, en fait, c'est que la Guadeloupe puisse s'appartenir, qu'elle soit fière d'être une nation comme peut l'être Trinidad, Tobago ou Saint-Domingue. Ce sont des pays qui s'assument, dites-vous, et vous vivez mal le fait que la Guadeloupe, elle, ne s'assume pas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, et j'ajoute que Richard Saint-Silly a aussi été journaliste, puisqu'il a été l'un des fondateurs du journal que tout le monde connaît aujourd'hui. Faut-il le rappeler, Richard ? Si tu veux. Oui, ce journal que les gens regardent quelquefois, il existe encore sur le net, je crois. Sur Internet, on peut encore retrouver. Alors, c'est une histoire qui s'est terminée un petit peu particulièrement bizarrement. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mot phrasé. C'est un journal satirique, le premier vrai journal satirique guadeloupéen. Et c'est la question que je pose à Richard. Est-ce que ça ne manque pas un peu en Guadeloupe aujourd'hui, ce type de journal ? Peut-être sur le papier, il y a des gens qui aiment bien avoir en main
les supports, mais étant donné qu'il existe encore sur Internet, les gens peuvent le faire. Sa vie continue. Donc je pense que sa vie continue, oui. Et de plus belle, on dira. Oui. Alors, autre question, et je passe la parole tout de suite après à Marie-France. Quel est le regard aujourd'hui de l'artiste que vous posez sur, on va dire, l'évolution artistique? Alors, je pose la question, pourquoi? Parce que quand je vous ai connu au début des années 80, effectivement, Marie-France l'a dit, vous avez pratiquement révolutionné un peu l'utilisation du dessin, du graphisme, aussi bien sur les pochettes que dans les expositions. Aujourd'hui, près de 20 ans après, 30 ans presque après, comment vous voyez un petit peu l'art guadeloupéen aujourd'hui? Je ne sais pas si, en parlant de maquette graphique, d'infographie, de pochette, on peut associer ça à l'art guadeloupéen, puisque c'est quand même un champ qui est différent. Oui, bien sûr. Je dirais que la création graphique, la réalisation de maquettes, de pochettes, la publicité d'une manière générale, les supports visuels font partie sont dans le champ de la communication visuelle. De la communication visuelle et de produits qui ont une fonctionnalité. Alors que la démarche artistique des plasticiens, c'est tout autre. Je veux dire qu'il y a une évolution qu'on a pu constater depuis quelques décennies, et ça se mesure au nombre d'artistes, au nombre de manifestations et au nombre d'expositions qu'on peut... Et aussi à la qualité, quand même. Voilà, il y a aussi une évolution au niveau de la qualité, parce qu'il y a de jeunes générations, les jeunes sont formés, il y a moins d'autodidactes. La plupart des artistes, effectivement, ont reçu une formation, ont côtoyé des milieux d'art et qui permettent effectivement d'avoir une pratique beaucoup plus étoffée. Marie-France. Alors, je voudrais revenir effectivement sur votre dernière réponse par rapport à cette évolution de la Guadeloupe. J'aimerais avoir des précisions sur cette vision. Comment la voyez-vous évoluer? Alors, je ne lis pas dans le marc à café, je ne pourrais pas dire comment je vois l'évolution de la Guadeloupe, mais en tout cas, j'ai plus exprimé ce que j'aurais souhaité. J'aurais souhaité effectivement que ce pays soit plus mature, je veux dire, face aux enjeux du monde aujourd'hui, puisque nous avons encore un peu peur, nous sommes un peu timides dans nos engagements sur ce qu'il y a à construire, ce qu'il y a à faire. Et je parlerai d'une manière générale, puisque je ne suis pas spécialiste. Bon, Danick a dit tout à l'heure que je suis aussi journaliste. Non, je suis un observateur citoyen qui vit la réalité de son pays, parfois avec douleur, certaines choses qui m'affectent. Bon, sur les réseaux sociaux, par exemple, je m'exprime souvent sur différents sujets. Alors, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient moins, parce que très souvent, ma vision, ma façon, je dirais, entière de dire les choses, choque ou dérange. Parce qu'on est habitué dans ce pays à se taire ou à, je dirais, se faufiler dans les propos. Il y a beaucoup de contorsions, beaucoup d'acrobaties pour éviter de dire les choses parce qu'on a peur. On a peur des représailles, on a peur de perdre tel ou tel avantage. Et j'avoue que moi j'ose. On me dit souvent, méfie-toi, fais attention, tu auras des problèmes. Quel problème je pourrais avoir ? C'est la question que je me pose. Quel problème je pourrais avoir ? Dans mon passé, j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont valu effectivement de payer le prix. Si ce sont les mêmes choses que je dois payer, je les payerai, c'est tout. Bien, alors, on continue un petit peu le parcours artistique, puisque quand je parlais de révolution plastique, c'est que avant votre arrivée en Guadeloupe, il était rare de trouver à la fois la vidéo, la peinture, normalement rassemblées dans un même lieu. Je me souviens des premières expositions où il y avait quelquefois un petit poste de télévision, d'autres fois du son, etc. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin étant guadeloupéen? Puisque, bon, je vais le dire, avant vous, le grand maître plasticien de la Guadeloupe, c'était Rouvelas. Tout le monde s'extasiait devant ce qu'il faisait. Ça continue toujours, mais ce que vous avez fait était totalement différent.
avant moi, je ne pense pas qu'après Rovelas, il n'y ait que moi. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Puisque la transition peut prêter à confusion. Non, je pense que déjà, puisque le nom de Rovelas a été mentionné, je tiens à dire que c'est le premier à avoir eu le courage de s'exprimer par les arts et que cela en tant que métier, puisqu'il faut savoir que la plupart des plasticiens ont un travail à côté. Donc vivre de sa peinture et en faire son métier, c'était risqué, surtout à l'époque où Michel a décidé de le faire. Donc c'est le pionnier, c'est le premier. Il a été l'exemple pour que d'autres puissent choisir cette voie. Donc je pense qu'il faut lui rendre cet hommage. Maintenant, j'ai fait un autre choix, c'est-à-dire que durant ma formation, j'ai envisager de ne pas me cantonner uniquement à l'expression plastique en me disant que mon objectif ce n'était pas d'être un artiste qui vit uniquement de son art. J'avais envie de m'impliquer dans d'autres champs de la création qui affectent ou qui impactent la vie quotidienne, comme la communication visuelle. Il y a aussi la transmission, parce que il faut permettre à d'autres jeunes de profiter de son savoir, de son expérience et de ses connaissances. Donc j'ai enseigné. J'ai monté aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, une entreprise pour changer un petit peu la manière de produire, la manière de créer dans le pays. Et l'une des choses qui était singulière, ou en tout cas la singularité même du studio graphique qu'on avait, de la chaîne graphique, parce qu'il n'y avait pas qu'un studio graphique, il y avait jusqu'à l'imprimerie. Voilà, jusqu'à l'imprimerie. Donc la création, la communication et l'impression. C'était de mettre l'art au service de la communication, ou en tout cas l'esthétique, la création au plus haut niveau au service de la communication. Et effectivement, je peux affirmer que ça a fonctionné. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur quelque chose que vous venez de dire sur la vie de l'artiste. Est-ce qu'un artiste aujourd'hui plasticien peut vivre de son art complètement? Et premièrement, premier aspect de la question. Deuxième aspect, au regard des collectivités, parce que on le dit souvent, ce sont les collectivités qui sont des commandeurs, qui font fonctionner un petit peu, il faut le dire, l'art, qui passent des commandes. On trouve des tableaux de Saint-Cyr à certains endroits. Il y a des endroits où on ne les trouve pas d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile de vivre de son art en Guadeloupe? Est-ce qu'un peintre, un plasticien, il a encore comme un Van Gogh à l'époque, ou comme ces peintres maudits qui existaient en Europe il y a quelques siècles, quelques années? Pas forcément. Par contre, vivre de son art en Guadeloupe, non. On peut pas. En tout cas, en l'état actuel et tel que les choses se présentent, non. Je dirais qu'il est encore tôt, de pouvoir envisager cela. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je dirais que le marché, il n'est pas suffisamment important. Et puis, l'accession même à la compréhension de l'art, au sens de l'art, n'est pas suffisamment étendue. Il y a encore des gens qui sont capables de regarder une œuvre de Rovelas, je ne me citerai pas moi-même, ou une œuvre d'un peintre que j'appelle entre guillemets un peintre du dimanche, un amateur qui s'adonne à peindre des paysages ou des natures mortes ou des choses qui relèvent de son imaginaire, mais à son niveau d'amateur. Eh bien, on a encore un public trop nombreux dans ce pays qui ne fera pas la différence entre ces deux pratiques-là et qui sera capable de mettre le même prix sur l'acquisition de l'œuvre d'un amateur et de l'œuvre d'un plasticien qui a une démarche et qui produit du sens. Donc voilà l'une des raisons. Pourquoi? C'est lié à la formation, mais c'est lié aussi, je dirais, à la qualité des... on va le dire, des émissions, des reportages, des choses qui permettent aux gens d'avoir accès justement à l'art. Et je le disais, je ne sais plus à qui, mais on peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'émissions qu'il y a eu
avec un plateau, avec des artistes, avec des critiques d'art, des historiens de l'art en Guadeloupe, et qui a duré plus d'une saison. Je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait vraiment eu. 2, alors la durée, forcément. Oui. Alors, pour donner envie aux Guadeloupéens de mieux connaître leurs artistes, et notamment locaux, qu'est-ce qui manque en Guadeloupe? Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, un lieu particulier pour faire venir les gens avec une exposition temporaire enfin, comment vous voyez ça? Non, dans un premier temps, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'écrire là-dessus, dans un article après les événements de 2009 en Guadeloupe. Il y a eu beaucoup de débats sur tous les sujets qui concernent la société en Guadeloupe. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la nécessaire politique culturelle à mettre en place dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de collectivités, chaque commune est une collectivité, il y a les institutions que l'on connaît, classiques, départementales, régionales, il y a maintenant les communautés d'agglo. Et la question même de la politique culturelle se pose. Elle se pose et tous les artistes, quel que soit le champ de leur intervention, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient dans le théâtre, qu'ils soient plasticiens, que ce soit dans le domaine littéraire, sont conscients qu'il manque quelque chose dans ce pays. Il manque un fil conducteur, il manque une orientation, il manque une politique culturelle qui permettent effectivement de pouvoir, je dirais, structurer, organiser et permettre l'évolution des arts de façon correcte. Alors concrètement, ça se traduirait par quoi? Ça se traduirait déjà par un lieu de formation. Nous n'avons pas de lieu de formation en Guadeloupe. Ça se traduirait aussi par un lieu de monstration. Nous n'avons pas de lieu de monstration. Ça se traduirait par un lieu de conservation. Nous n'avons pas de lieu de conservation. Je puis vous dire qu'il y a beaucoup d'institutions ici qui conservent dans des lieux qui ne sont pas conformes des œuvres d'art qui datent de 20, 30, voire 40 ans de ce pays. Des œuvres d'art d'artistes qui ont exposé. Le Centre des Arts a eu l'occasion, dans son fonctionnement, de faire l'acquisition d'œuvres d'art de tous les plasticiens, étrangers ou locaux, qui ont exposé dans ce lieu-là. Où sont ces œuvres? Alors on va peut-être les voir réapparaître avec la réouverture du centre. Souhaitons. En tout cas, il n'y a pas en Guadeloupe de lieu adapté, conforme, qui soit en mesure de conserver les œuvres sans qu'ils se dégradent. Donc déjà, c'est un problème. Alors, nous avons un musée, maintenant, le Mémorial Act, qui n'est pas un musée d'art contemporain, qui n'est pas un musée d'art moderne. C'est une opportunité dans la mise en place de ce lieu qui a permis qu'il y ait une petite collection sélectionnée, d'ailleurs, ce qui est très contesté et qui suscite la controverse, d'un nombre d'artistes qu'on peut encore une fois compter sur les doigts d'une main de la Guadeloupe. Ça veut dire que tout le reste des plasticiens n'a pas de visibilité dans ce pays. Donc le problème reste entier. Et le fait que par exemple, la collectivité régionale par exemple, finance beaucoup notamment de concerts ou par exemple le salon des écrivains, etc. Ça ne suffit pas. Selon vous, c'est du saupoudrage. Ça n'aide pas à me faire connaître. Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du saupoudrage. Non, il y a eu des manifestations littéraires, culturelles qui sont de qualité et qui ont été réalisées en Guadeloupe. De même, au niveau des expositions d'art aussi, il y a eu des manifestations de qualité. Je ne dirais pas que tout ce qui se fait est mauvais et de mauvaise qualité, ou en tout cas ne répondent pas aux normes des exigences qu'on pourrait avoir. Ce qui manque véritablement, c'est qu'il y ait véritablement une pensée derrière cela, qu'on sache où on va et qu'on sache ce qu'on met en valeur. Alors, je donne un exemple. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas de lieu de formation. On n'a pas de lieu de monstration permanente. Alors, quand il y a une exposition, vous verrez, les artistes vont exposer où? Ils vont aller dans les médiathèques. Les médiathèques ne sont pas conçues pour cela. Les médiathèques n'ont pas été pensées pour recevoir des œuvres d'art et des expositions. Aucune médiathèque en Guadeloupe
n'a été pensé pour recevoir des œuvres d'art. On va pour l'instant juste prendre une pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après la pause pour continuer cet entretien et surtout parler de l'Italie, puisque Richard Victor Cecilli a exposé en Italie une œuvre, on peut dire, emblématique, mais en même temps qui a posé un certain nombre de problèmes. On va en parler tout à l'heure avec lui. Voilà, il est 12h08 dans le ZCL. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur RHT, mais aussi sur C10FM. Et je profite de l'occasion pour vous dire que dans le dernier sondage Médiamétrie qui est sorti, Canal 10 est la première chaîne de télévision privée de la Guadeloupe. Elle a fait un bond en audience, mais on en parlera dans une autre occasion. Alors, je vous disais qu'on recevait Richard Victor Cecilli et je vous montre ce tableau. Alors, j'espère qu'on peut le voir bien sans la réflexion et que Richard va nous commenter, puisqu'on voit une image de Napoléon l'esclavagiste, et on voit à ses pieds des conques de Lambie qui sont empilés. Cette exposition a été présentée hors de la Guadeloupe d'abord, ce tableau d'abord en Italie. Alors Richard, comment ça s'est passé? Expliquez un peu le tableau. Ce que les artistes n'aiment pas trop expliquer leur œuvre, mais là nous sommes contraints de le faire parce que l'image que nous souhaitions avoir directement à la télévision, nous n'avons pas, et nous sommes contraints de montrer cette affiche. Alors déjà, c'est une installation, oui. Donc ça ne s'appelle pas un tableau. Oui, bien sûr. Enfin, bon, une installation, voilà avec mon langage extérieur. Une installation qui est composée donc d'un tableau et d'un élément volume au premier plan. Donc le tableau en question est une composition à partir d'une œuvre de David. David est un grand peintre, fut un grand peintre de l'histoire napoléonienne pendant le siècle des Lumières, où il a été justement le peintre officiel de l'empereur, je dirais. Et devant, donc, nous avons une pyramide de conques de Lambie sur un support éclairé. L'ensemble donc constitue l'œuvre. C'est cela qui a été présenté donc à la Biennale de Florence en Italie et qui m'a valu le 4e prix sur 455 artistes présents. Question, Marie-France? Oui, alors je voulais savoir, quand vous recevez un prix, vous le recevez en tant qu'artiste guadeloupéen ou en tant qu'artiste français? Je pense que c'est les deux pour l'Italie, dans la mesure où, d'ailleurs il s'est passé quelque chose, c'est que dans le catalogue, mon nom apparaît avec à côté Guadeloupe et entre parenthèses, France. Alors que sur le lieu de l'exposition, il a été demandé que Guadeloupe soit supprimée. Donc c'était écrit France. Voilà. C'est très révélateur de l'esprit napoléonien. Alors, en quoi cette œuvre-là? Je parle de la partie peinte, tableau. Alors, le sens de l'œuvre. Oui. L'idée, c'était de déjà célébrer, plutôt de commémorer, pas célébrer, commémorer. J'ai fait ce lapsus parce que je vais parler tout à l'heure de qui célèbre quoi. Et qui. Donc de commémorer effectivement mai 67, les 50 ans de ce massacre qui a eu lieu à Pointe-à-Pitre. Donc beaucoup on a entendu parler puisqu'il y a eu pas mal de manifestations autour de cet événement. Donc ce massacre est lié de fait par les éléments d'histoire avec la période coloniale et le rétablissement de l'esclavage. Napoléon Bonaparte, en 1802, rétablit l'esclavage dans les colonies françaises, dont la Guadeloupe. Chaque année, donc, les commémorations qui sont faites au mois de mai en Guadeloupe associent les deux événements, puisque mai 1802, mai 67 ont toujours été liés comme événements à commémorer. Et j'ai souhaité associer les deux. Pourquoi? Parce que le rétablissement de l'esclavage réduit à nouveau des hommes libres à l'état d'esclavage.
Mais il faut savoir qu'avant ce rétablissement, il y a eu colonisation. Cette colonisation a généré le massacre de nombreux Amérindiens, qui étaient les autochtones de l'île. La conque de Lambie est le lien entre les Amérindiens et justement la manifestation de mai 67. Pourquoi? Parce que il faut savoir que lorsque les Marrons quittaient, effectivement, s'échappaient des plantations, ils allaient dans les montagnes, dans les collines. Ça ne s'est pas fait qu'en Guadeloupe, parce que j'ai eu récemment encore des témoignages d'autres lieux où cela s'est produit, de la Caraïbe et d'ailleurs. Et ils rencontraient donc les rescapés amérindiens qui étaient dans la montagne et qui vivaient et qui observaient ce qui se passait dans les plantations. Ils se sont associés, pour faire vite, ils ont, comment dirais-je, ils se sont organisés ensemble et ont appris des Amérindiens, les afro-descendants, donc les esclaves, ont appris des Amérindiens un certain nombre de choses. J'ai voulu associer ces deux, je dirais, ces deux communautés, si on peut dire entre guillemets. Pourquoi? Parce que ils ont contribué à apporter leur concours effectivement à la rébellion, aux différentes rébellions qui a eu lieu après sur les plantations. On retrouve la conque de Lambie au XXe siècle, au XXIe siècle, dans notre réalité, autour des sépultures. C'est quelque chose qu'on a retenu des Amérindiens parce qu'ils utilisaient la conque de Lambie aussi bien pour la consommation comme nous aujourd'hui, mais aussi pour fabriquer des ustensiles, des objets comme le caracoli, toutes sortes de choses. Mais surtout, y compris les cimetières, dans les cimetières. Dans les cimetières aussi. Ils les utilisaient comme ornement de sépulture. Et les esclaves marrons ont gardé ces pratiques-là, ont retenu ces pratiques-là, qu'ils ont transporté, je dirais, jusqu'à nos jours, dont nous héritons. Et c'est ce lien qu'il y a dans l'utilisation des conques de Lambie. J'ai voulu présenter ces conques de Lambie aussi comme une sorte de sépulture, une pyramide qui voudrait ressembler à un tombeau. Il y en a 67, ils sont au nombre de 67 pour rappeler la date. En plus de cela, il y a la fleur de lys qui est peinte sur ces conques de Lambie pour rappeler que le marron, effectivement, était marqué de la fleur de lys au fer rouge lorsqu'il s'échappait. Une manière de dire, celui-là, c'est un rebelle. Donc, le marron, c'était un rebelle, donc c'était un courageux, c'était quelqu'un, effectivement, un martyr aussi, puisqu'il subissait tous les sévices. Associer, donc, les conques de Lambie avec cette fleur de lys, dans une installation qui représente une sépulture, c'est une manière d'associer Napoléon au massacre. à ce massacre, à ce crime. Voilà. Voilà. Bien, il fallait qu'on le dise, qu'on présente cette œuvre. Un dernier mot sur cette œuvre. Est-ce que cette installation, est-ce qu'on va présenter en Guadeloupe un jour? Peut-être, qui sait. Oui. En tout cas, elle était destinée à une exposition Mémorial Act, mais elle n'a pas été acceptée. On devine pourquoi. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus. Marie-France, la dernière question à Richard Saint-Célie. Alors, ce sera une question d'actualité. Quels sont vos projets, justement, à court terme d'exposition? Alors, pour l'instant, je suis en train de travailler sur une nouvelle série qui est dans la continuité, effectivement, de cette installation. Et puis sont programmées des sorties comme celle que j'ai faite il n'y a pas longtemps à Rhode Island. Rhode Island, c'est un muséum à Providence aux États-Unis où j'ai animé, je dirais, une conférence sur le parcours de Guillaume Guillon-Lethière, ce célèbre peintre qui a brillé, qui était le rival d'ailleurs de David, oui. Saint-Anais, d'origine saint-anaise, et qui en fait est un peintre oublié, un peintre qui a subi, comme on l'a connu pour le Chevalier de Saint-Georges, les oubliettes de l'histoire. Donc, de l'histoire française. L'histoire française, en effet, puisque ailleurs il est honoré, et il y a une de ses œuvres à Rhode Island, et j'ai été invité à venir faire une présentation de l'histoire de ce peintre et de son parcours. Donc prochainement, cela devrait se renouveler, mais cette fois-ci,
on peut considérer que c'est une petite réparation, c'est en Italie, à l'Académie de France, à l'Institut Royal, la fameuse Institut Royal qui aujourd'hui est l'Institut artistique à l'Académie de France à Rome. Donc, où je devrais présenter ma version, je dirais, de l'histoire de Le Thiers. Merci Richard Saint-Sylvie. Juste un dernier mot, Marie-France, qu'est-ce qu'on retiendra très rapidement de ce qu'a dit Richard? Alors, très rapidement, donc, en fait, votre vision, donc les jeunes artistes, selon vous, ont évolué dans la qualité de leur travail, il y a beaucoup moins d'autodidactes, mais il est toutefois trop tôt en Guadeloupe pour envisager de vivre de son art. Et il faut en fait une véritable politique culturelle avec une vision à long terme, dites-vous. Il manque notamment des lieux de formation, des lieux de monstration, des lieux de conservation. Et ces absences font que, effectivement, la population manque parfois de discernement face à notre art. Voilà, eh bien Richard Victor Saint-Sylvie Cayol, merci d'être venu, merci de nous avoir expliqué cette œuvre et on souhaite qu'un jour M. Martial accepte de diffuser cette œuvre à l'ensemble des Guadeloupéens au mémorial qui est soi-disant un lieu de mémoire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Il est 13h25. On va tout de suite passer à l'actualité. On va recevoir M. Eliezer Setcharn dans la foulée dans un instant après le premier sujet de Keïssa. Oui, Danick, puisque comme je vous le disais, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est depuis hier en Guadeloupe. Ce sera l'une des dernières visites ministérielles de l'année, en tout cas pour notre archipel. Une année décidément bien chargée, puisqu'en l'espace de 3 mois, nous avons reçu le président de la République, le Premier ministre, 6 autres ministres, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. De quoi dire une année chargée en visite. La ministre devait se rendre à Saint-Martin dès demain, mais avant, elle s'est rendue à Pémao, au Gosier, mais se rendra également à Basse-Terre et Marie-Galante. Mais pour l'heure, partons au Gosier où la ministre a pu visiter le lycée hôtelier, échanger avec les personnels et élèves. Écoutons-la au micro de Maxime Morel. Je suis venue en Guadeloupe, je suis contente d'être là, je suis bien arrivée pour écouter, rencontrer tous les acteurs socio-économiques. C'est le début d'un voyage de plusieurs jours. J'irai ensuite à Saint-Martin et puis avec ma collègue Annick Girardin, nous serons en Martinique ensemble lundi. Je suis très contente d'être là parce que je pense que pour trouver ensemble les solutions, le développement des compétences, la lutte contre le chômage, trouver des solutions innovantes pour les jeunes aussi, je pense que les jeunes et les demandeurs d'emploi sont une véritable priorité. Eh bien, il faut discuter ensemble, il faut discuter avec tous les acteurs et voir comment on peut soutenir les initiatives locales, voir comment on peut soutenir en tenant compte des spécificités. Et c'est le but de mon voyage. Alors aujourd'hui, je vais d'abord rencontrer Pôle emploi, ensuite j'irai au lycée hôtelier du tourisme au Gosier, où je vais rencontrer les jeunes et les entreprises, comme chez Pôle emploi, des jeunes et des entreprises, évidemment avec tous les élus et avec tous les officiels. Et puis nous aurons un dîner républicain avec tous les responsables de la Guadeloupe. Je réunirai les acteurs économiques et sociaux pour discuter de tous les sujets d'emploi, de compétences, d'insertion de jeunes. Et ensuite, j'irai à Marie-Galante pour rencontrer là aussi des entreprises et puis des jeunes. Il y a un programme innovant pour les jeunes. Et voilà comment vont se passer les heures qui viennent. J'attends beaucoup de ce voyage, parce que je sais par expérience que c'est en étant pragmatique sur le terrain, ensemble, en discutant, qu'on trouve aussi des solutions, qu'on trouve des idées. Donc j'espère avoir l'occasion de vous en reparler dans ces 2 jours, car je suis sûre que ce voyage sera très riche. Et merci aux élus qui m'ont bien accueilli, je me sens déjà bien sur la terre de Guadeloupe. Bon. Et hier, le lycée Carnot s'est animé autour d'une thématique commune, à savoir autour de nos traditions. Elle a été traitée singulièrement nos traditions de Noël en Guadeloupe, une manifestation qui avait pour but de permettre aux élèves de découvrir, participer et créer afin d'approfondir leurs connaissances culturelles durant la période de Noël. Cet événement a su mettre en lumière les multiples manières de vivre cette période en Guadeloupe et a permis à chaque section du lycée de mettre leurs compétences en pratique. Les élèves se sont fait un plaisir de reprendre les contes du célèbre Benzo, en reportage de Michel Héraclide. Aujourd'hui, le lycée Carnot va vibrer autour d'une thématique qui s'intitule « Autour de nos traditions » et particulièrement autour de nos traditions de Noël. Et pour ce faire, nous avons un invité de prestige, Benzo, l'un des fondateurs de Kasika, qui va pouvoir animer
autour de notre matinée une masterclass, 2 masterclass d'ailleurs, autour du chanté Noël et son histoire, et une deuxième autour du conte. Et l'après-midi, on va rythmer autour, on va vibrer autour d'un chanté Noël. Cette journée, autour du chanté Noël, déjà le fait d'avoir Benzo avec nous, c'est vraiment une très grande chose en fait. Et ce que j'apprécie le plus, c'est le fait qu'on apprenne de plus en plus de choses sur la culture, surtout par rapport au chanté Noël qui se fait la plupart du temps, du moins généralement aux Antilles. Et en fait, le chanté Noël, nous apprenons que le chanté Noël a une histoire et c'est vraiment très important de connaître sa culture et son histoire, et je suis vraiment super contente de pouvoir vivre ce moment. Remettre au jour toutes les traditions en temps, si je puis dire, et permettre à certains artistes comme Benzo de nous donner, nous inculquer sa culture, nous apprendre d'où ça vient et nous expliquer en gros pourquoi le chanté Noël est arrivé, comment ça a été créé, avec qui, comment ils sont partis de rien pour arriver aujourd'hui à être, on va dire, l'un des meilleurs artistes chanté Noël de Guadeloupe. Et je trouve ça vraiment bénéfique. On aura aussi l'occasion de jouer sur scène dans notre lycée pour aussi montrer de quoi on est capable et montrer que nous aussi on sait faire chanter Noël. C'était entraîné comme si tous les soirs. Jodi là à Camantel, demain à Camantel, après demain à Candot. Cochon, déjà en dégraissage, qu'à manger tirage pour pas faire l'huile à Canary. Devant la porte à chaque monde, t'es une bouteille qu'on s'adore au soleil pour faire publicité et pour dire tout le monde, ouais derrière pour pas toucher. T'es capable de rafraîchir. Ouais, médecine, ça va plus. Pour nettoyer le foie là, pour être au top, je vais l'aborder. Sinon, c'est au top dans le caniveau. Là, vous voyez les 24 privés. Peut-être qu'ils avaient avant de pour le voisinage. C'était Yonalot. Maïdoua, emporté 6 mois par 10 mois. Médecin d'Iria. J'ai beaucoup aimé cette pièce, ça me fait énormément plaisir de la jouer et d'y participer. Et puis je trouve que c'est un très bel hommage à Benzo le conteur. On reprend un peu sa pièce, et puis je pense qu'on est tous contents et tous d'accord pour dire que c'est une très belle pièce. Oui, une très belle pièce, ouais. Et voilà, il est 13h25, nous allons prendre une courte page de pub, nous le rappelons, vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de Radio Haute Tension 89.8 et de C10 FM 103. On se retrouve après la pub. Et voilà, il est 13h31, nous devrions recevoir Elisabeth Adélaïde pour notre chronique. Adélaïde, pour notre chronique tourisme, et pour leur faisant un retour sur l'actualité. Et c'est dans son exclusivité que nous avons le plaisir de vous annoncer dans le ZCL la réouverture de l'ancien Cheyenne sous le nom de l'Olympe, localisé dans la ville du Gosier. À cet effet, hier soir, le cocktail d'ouverture en moment convivial dans un cadre agréable où nous nous sommes rendus afin de découvrir les lieux des images de Michel Terrasse. Et vous avez dansé. Nous sommes ici sur le site
de l'Olympe Discothèque. Donc c'est un nouveau concept qui débute aujourd'hui. Donc nous avons plusieurs ambiances sur le site. Comme vous pouvez le constater, vous avez donc la discothèque qui se trouve juste derrière. Vous avez donc les paillotes qui sont réservées donc à des groupes de 5 à 6 personnes. Et juste derrière la caméra, vous avez donc les pergolas. Donc ce site est ouvert à tous, familles, enfants, adultes, moins jeunes, etc. On invite tout le monde à venir donc à l'Olympe Discothèque à partir de demain, donc pour l'inauguration, donc du 15 au 17 décembre, et ensuite tous les week-ends, de façon à faire la fête avec nous. Cadre super, hein. C'est un cadre high-tech. Non, vraiment rien à dire, c'est au top. Au top, c'est bien fait, c'est bien. On est sur l'îlet là, il y a comme dans une piscine, mais en surface, c'est super. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vraiment joli, le décor. Ouais, une belle réalisation avec, je ne connais pas le réalisateur, mais il est bien. C'est un cadre où on peut s'amuser, c'est un cadre où on peut faire des rencontres, des échanges, c'est un cadre où on peut s'amuser. Extrêmement Cheyenne, où j'ai évolué en scène, où j'ai travaillé avec eux. Là aussi, ça me plaît énormément. Une jolie piste de danse avec des jeux de lumière super magnifiques. En fait, ça vous laisse un petit peu pour voyager un petit peu à travers les îles. Et faisons un point sur la situation du CHU. Le directeur général a tenu à ce jour une assemblée générale du personnel dans l'amphithéâtre des écoles paramédicales. Selon les programmistes issus de l'EPRUS, l'état des bâtiments et des secteurs permet d'envisager une remise en fonction globale et progressive dans des délais courts, de l'ordre de 6 à 7 mois si l'ensemble des contrôles et le respect des plannings sont respectés. Et on continue avec les contrats aidés. La FSU Guadeloupe tient à interpeller publiquement la ministre du Travail actuellement en visite dans notre région sur la situation des contrats aidés. 450 emplois se trouvent à ne pas être reconduits à l'échelle de la Guadeloupe, ce qui signifie le chômage et la précarité pour 450 familles en cette fin d'année 2017. Et on continue avec la précision relative à la situation de l'école Saturnin-Jazor qui se situe au Gosier. L'école Saturnin-Jazor a fait l'objet de 2 fermetures cette semaine en raison de la présence de rats au sein de l'établissement. Les précisions suivantes doivent être apportées. L'école réouvrira donc lundi 18 décembre 2017 aux horaires habituels. Et on continue avec la commémoration de l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe. L'association Les Amis de l'Inde, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, vous convie à une grande exposition sur l'immigration indienne en Guadeloupe. Une exposition placée sous l'égide de l'ambassade de l'Inde en France, visite guidée et gratuite. C'est demain et ce sera de 9h à 18h au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, l'ancien presbytère, près du palais de la justice. Infoline au 0690 53 57 34. Mais pour l'heure, on a notre chroniqueuse tourisme, Elisabeth Adélaïde. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Et comme d'habitude avec Elisabeth, on va voyager. En attendant, on va le diriger en avant-première puisque jeudi, on aura une belle visite. Une très belle visite, oui. Comme on aime bien. Comme on aime bien, comme on a l'habitude d'en faire. Voilà. Et nous irons sur un super bateau, c'est ça? Voilà, le Costa Pacifica. C'est la première fois qu'il vient en Guadeloupe. Oui. Et donc on aura ce privilège d'assister. Et de vous faire découvrir. Et de découvrir, on va dire, tout l'intérieur, particulièrement les cuisines aussi. Ouais, la vie dans ce paquebot. Dans ce beau paquebot. Alors sinon, aujourd'hui, on parle de quoi, Elisa? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en plein dans les croisières. Hein. Hier, on a encore le Costa Magica qui est arrivé. On avait un très beau bateau de MSC aussi qui était en escale, qui faisait sa transatlantique. Et là, moi, je vais vous parler d'une compagnie qu'on voit moins en Guadeloupe, mais qu'on peut aller prendre au départ de Porto Rico et de Miami. C'est la compagnie Royal Caribbean, donc qui est une compagnie américaine qu'on connaît, qui a eu l'occasion de partir d'ici, je crois que c'était en 2010. Tout à fait. Et c'est une ambiance un petit peu différente. Tout est axé sur l'entertainment, comme on dit. Voilà. Merci Danick pour l'accent. Voilà, sur les activités, le bien-être à bord. Il y a des espaces privilégiés pour les enfants. Et en fait, je voulais en parler parce qu'il y a un nouveau paquebot qui va sortir donc au mois d'avril 2018.
Et c'est le Symphony of the Seas. On a déjà eu l'occasion de voir des petites vidéos aussi sur notre Facebook. C'est juste un bateau extraordinaire. Hein. C'est plus de 6000 passagers, 2500 membres d'équipage. Oui. Donc vous imaginez, on est dans une autre dimension. Tout à fait. Avec des spectacles de Broadway. Donc tout est dans la qualité, le raffinement et surtout la vie à bord. Il y a des endroits dédiés pour les enfants. Donc c'est l'Adventure Océan. Donc c'est un endroit où vous avez des toboggans pour les enfants, des animations. Alors l'idéal, c'est vrai que les clubs enfants sur ces navires sont par âge et chaque âge a donc ses activités. Vous avez donc tout est fait autour des enfants avec des simulateurs, des jeux vidéo, le bonheur. Et pour les adultes, on retrouve également des activités. Là on voit, on a 2 murs d'escalade, on a aussi des toboggans immenses. On en a 2, on a une tyrolienne. Donc c'est la vie à bord en fait et encore plus importante que sur les autres paquebots. Et c'est vraiment une marque de fabrique de ça, c'est cette les bateaux compagnie. américains. Alors, justement, oui. Américains, ils sont un peu différents des bateaux italiens. Alors, en fait, oui, parce qu'en fait, il y a une vraie vie autour du bateau, dans le bateau. D'ailleurs, beaucoup de bateaux sont construits pour autour, en fait, de la vie qui se passe. Donc, on a aussi l'Adventure of the Seas, qui est un bateau que j'aime beaucoup, qui est au départ de Porto Rico, où là, vous avez une vraie galerie marchande, comme un petit centre commercial à l'intérieur. On est à terre pratiquement. Voilà, et les itinéraires qu'ils proposent d'ailleurs au départ de Miami sont des itinéraires où il y a beaucoup de journées en mer, ce qui vous permet effectivement de profiter encore plus du bateau. Donc il y a beaucoup de choses gratuites aussi, vous avez des glaces, il y a beaucoup de partenariats bien sûr avec des fournisseurs de glace, enfin, l'intérêt de ces bateaux aussi, c'est qu'ils sont toujours à la pointe de la technologie. Donc aujourd'hui, il est facile de voir des écrans où vous tapez sur l'écran et vous avez votre position, vous tapez le code de votre chambre et on vous explique votre parcours, parce qu'en fait c'est vrai, hein, c'est des géants de la mer, donc on peut facilement se perdre. Et en fait c'est de la croisière dans toute sa beauté, sa grandeur. L'intérêt aussi, c'est que donc à partir du 21 au mois d'avril, il sera inauguré, il sera à Barcelone, donc il va faire une partie de la saison d'été sur Barcelone, et à partir du 28 octobre, il va faire la fameuse transatlantique dont je parle chaque année, qui va emmener ce magnifique bateau à Miami, de Miami se positionner. à Barcelone, c'est ça? Voilà. Donc on peut faire un itinéraire Barcelone avec où vous pouvez découvrir la Méditerranée, et ensuite faire la transatlantique et vous repositionner sur Miami. Donc ça fait le rêve, ça. Ça fait des super itinéraires. Absolument. On passe effectivement d'une ambiance à une autre. Et encore une fois, pour ceux qui connaissent ce genre de bateau, ce sont des bateaux vraiment d'exception. Et on a des émotions même sur le bateau, parce que les spectacles, comme je l'ai dit, c'est des spectacles de Broadway. Ce sont que des professionnels. La nourriture, ce sont des chefs français pour la plupart. Donc tout est vraiment raffiné. Vous avez du shopping aussi. En général, quelques jours, la veille de l'arrivée, on peut se faire des grands plaisirs avec des grandes marques. Question de cuisine, il faut vraiment faut faire attention de ne pas prendre des kilos, Elisabeth. Ah oui, alors il y a une très très belle salle de sport qui est ouverte. Ah oui, quand même, qui compense un peu. À tout. Alors, en fait, quand on vous vend la croisière, nous on conseille aussi. Hein. Voilà. Il faut dire on ça explique, aux gens. on dit tout. On dit tout. On dit qu'effectivement vous pouvez prépayer votre croisière, donc il n'y a pas de surprise. Et puis effectivement, on se fait plaisir, surtout quand il y a des journées en mer, puisqu'on est allongé, on a des petits cocktails, c'est sympa. Donc prévoyez une petite heure à la salle de gym, ou encore au spa pour vous détendre, mais voilà, c'est le package et c'est la Alors, on m'a posé la question l'autre jour, Elisabeth, en antenne, on me disait, est-ce que ces voyages permettent aux célibataires de faire des rencontres? Alors, tout à fait. Tout à fait. Ah bon? Oui. Ça n'avait jamais été dit. Alors, je pose pour un ami de Bastéo qui m'a posé la question. Mais souvent, je dis que c'est aussi bien pour les célibataires, les couples, en famille, en groupe, je le dis. Mais en fait, ce
qui est quand même fabuleux dans la croisière, c'est qu'au début, vous arrivez pour la première fois. Hein, quand on ne connaît pas, on tâtonne un peu. Et puis, dès le soir, en fait, vous partagez des tables. Donc déjà, il y a forcément la rencontre. Il y a des réunions aussi entre nationalités pour présenter le bateau, présenter le capitaine. Donc déjà, c'est le lieu d'une première rencontre. Et puis après, le fait de se retrouver à table, on échange. Le lendemain, tiens, on pourrait faire une excursion ensemble. Voilà. Et puis. Oui, après, il y a la boîte de nuit le soir. On dira pas tout. Donc c'est vrai que c'est un lieu en tout cas propice aux rencontres. Alors après, plus si affinité, bien évidemment. On va dire à la convivialité. À la convivialité. Bien sûr. Mais en tout cas, on n'est pas perdu et on n'est pas seul très longtemps. Donc rien que pour ça, il faut le faire au moins une fois. Même si on est célibataire, n'ayez crainte. Bon. Vous pouvez trouver l'âme sœur. Et nous, on propose aussi des groupes. Donc même je croyais que c'était proposer les célibataires. Non, mais on propose des groupes aussi. Et les gens qui voyagent seuls, ils peuvent se rapprocher de nous et on peut trouver qui puissent voyager avec quelqu'un aussi. Bien sûr. Voilà, ça fait partie aussi de notre métier. Et c'est vrai que quelquefois on est seul, on n'ose pas trop, mais faut pas hésiter à venir nous voir. Et une fois qu'on a testé, on est. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Je confirme. Exactement. Alors une croisière saison Méditerranée dans les Caraïbes. Voilà, donc la saison, je l'ai dit en Méditerranée, donc c'est déjà le temps aussi. Hein. Bon, là c'est vrai qu'on est sur les dernières minutes, les départs de 31, mais il reste quand même des cabines, donc je le dis encore, il reste quelques petites cabines. On a encore des départs sur le 24 décembre, donc n'hésitez pas. Donc là on est sur la saison Caraïbes, mais après on peut déjà envisager donc toute la saison sur la Méditerranée, les fjords de Norvège. Je vous les représenterai, mais c'est aussi des endroits assez magnifiques à découvrir. J'ai une question encore qu'on m'a posée. Qu'est-ce qui est prévu déjà? Enfin, on anticipe un peu sur le carnaval. Est-ce qu'on pense déjà aux périodes carnavalesques en Guadeloupe, enfin en croisière? En croisière. Alors, il y a des croisières à thème. J'en parle toujours. Donc, il y aura le 3 février la croisière à bord du Costa Pacifica avec le groupe 440, où il y aura aussi une ambiance carnaval. Ah ben oui. Et nous, on va faire. Alors, je vais pas tout de suite en parler, mais on va faire aussi. C'est déjà en cours une croisière à thème. Effectivement, avec un concours de carnaval, voilà, de costumes, et parce que c'est vrai que c'est de plus en plus d'actualité de se caler sur la saison et sur ce qui se passe. Et comme on l'avait dit, les croisières aussi, les croisiéristes, les compagnies croisières s'adaptent. Là, on aura une croisière mi-janvier avec Jocelyne Berroir aussi, donc vous voyez, vous avez quand même des thèmes. Donc carnaval, ça se fera aussi. Et puis on essaye toujours d'innover et de proposer des choses à bord du bateau. Autre question, 2 petits mots, Elisabeth, sur the Harmony of the Seas. Oui. Alors, l'Harmony of the Seas, c'est le frère jumeau du Symphonie qui va sortir. C'est un bateau qui cartonne, vraiment. Donc il est positionné sur Miami en ce moment. Et l'itinéraire est super puisque vous allez au Mexique, Cozumel, Jamaïque. Et encore une fois, c'est des bateaux extraordinaires. Vous avez un bar bionique, j'avais montré, je ne sais plus, on a dû voir aussi une photo. Vous avez 25 restaurants, je ne sais pas si vous imaginez. Ça va, elle qui adore les restaurants. Vous avez donc le spa, vous avez ce que j'ai dit, 2 murs d'escalade, des tyroliennes, des terrains de basket, une patinoire qui se transforme le soir en boîte de nuit pour les jeunes. Vous avez des toboggans aquatiques, je le disais, des jacuzzi suspendus, un solarium, des piscines, une zone aussi qu'on appelle H2O qui est la zone aquatique pour les enfants. L'Aqua-Theater qui est un théâtre à l'arrière du bateau et qui est en plein air. Enfin, c'est des sensations juste extraordinaires qu'on retrouve sur ces bateaux d'exception.
D'accord. Voilà. The Anthem of the Seas, un petit mot. Alors, c'est aussi une gamme de bateaux de la Royal Caribbean qui part de New York. Et la compagnie Royal Caribbean, ce qu'il y a de bien également, c'est qu'on vous propose des départs d'un peu partout. Donc, on peut faire aussi des tours du monde. Et là, ce sont des tours du monde coupés. Donc, vous pouvez faire une zone Asie, une zone Amérique, une zone Pacifique. Tout ça aussi à bord de ces magnifiques bateaux. Voilà. D'accord. Elisabeth, rappelons les formalités pour faire Alors, une les croisière. formalités pour la croisière, au départ de la Guadeloupe, c'est simple, pièce d'identité en cours de validité, donc passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité, j'insiste, puisque c'est vrai qu'il y a une loi qui est passée, mais il faut qu'elle soit vraiment en cours de validité. Après, au départ de Miami, bien sûr, le passeport biométrique et l'ESTA. Et sur d'autres destinations, on vous renseigne. En général, c'est le passeport. Et s'il y a besoin de formalités telles que le vaccin, il n'y a pas de souci, on vous informe et vous le faites facilement. Donc, la croisière, un produit que j'aime et que je vous invite à goûter. Tout à fait, avec vous c'est encore mieux. Alors voilà. Retrouvez-nous. Alors Elisabeth, désormais on se retrouvera le vendredi. Oui, on va se retrouver le vendredi. Je pense que ce sera mieux. Veille de week-end. Donc je vous ferai aussi des petits week-ends. Inciter les gens à voyager. Exactement. Sinon, Elisabeth, on vous souhaite déjà un bon week-end. Bon week-end à vous. Et toi, vous dire bon Noël. On peut déjà souhaiter une bonne préparation pour les fêtes. Bonne préparation pour les fêtes. Ouais, on peut se mettre déjà en branle pour tous les chantés Noël et préparer. Oui, il y a un chanté Noël ce soir. Oui, il y a un chanté Noël du groupe Nation ce soir. C'est juste à côté de la piscine Espérance aux Abîmes. Danick, tu connais? Oui, bien sûr. Tu y ce seras? sera à quelle heure? À partir de 20h. Moi, j'y serai. Tu y seras? On verra. Voilà. Bien. Et puis juste nous retrouver, donc les 4 agences, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre et Marie-Galante. On est à votre disposition ou sur le Facebook, vous avez toutes les offres aussi de dernière minute. Le téléphone quand même, faut toujours le donner. Le téléphone 05 90 91 72 10. Merci encore et bon week-end. Voilà, merci Elisabeth, merci Keïssa, peut-être un dernier mot? Oui, nous rappelons quand même la commémoration de demain. Donc je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant, c'est samedi 16 décembre, c'est-à-dire demain, de 9h à 18h au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, l'ancien présbytère, près du palais de la justice. Alors c'est la commémoration de l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe. Oui, c'est organisé par l'association des Amis de l'Inde. On devait recevoir Lydia Ossitian, malheureusement il y a eu un imprévu et donc on ne pourra pas le voir aujourd'hui, mais en tout cas si demain vous êtes dans les environs et si vous êtes intéressé par les activités de la communauté indo-guadeloupéenne, c'est le moment où jamais, comme chaque année, ils le font au mois de décembre, puisqu'il faut rappeler que c'est en 1854 l'arrivée du premier navire avec des immigrés indiens en Guadeloupe, et à Pointe-à-Pitre particulièrement, et c'est cette date qui est la commémoration. Et cette année, il y aura une exposition sur un petit peu la communauté indo-guadeloupéenne de notre pays. Un dernier mot. Oui, nous avons beaucoup parlé de croisière. Elisabeth nous a fait beaucoup rêver, comme d'habitude, comme tous les vendredis, mais nous n'avons pas souhaité bon appétit à nos auditeurs et téléspectateurs comme chaque midi. Donc on vous souhaite bon appétit, en tout cas pour ceux qui mangent. Nous n'avons pas encore mangé. Oui, ceux qui n'ont pas encore mangé. On le rappelle, vous nous avez écouté en direct de Radio Haute-Tension 89.8 et de C10FM 103 et vous avez regardé le ZCL en direct. On vous remercie. Et je précise, je le redis tout à l'heure, que le dernier médiamètre qui est sorti, Canal 10, c'est la première chaîne privée de la Guadeloupe, bien sûr après le service public. Canal 10 a doublé ATV et les autres chaînes privées. Et même, alors il faut que je le dise, alors Canal 10 est devant France 4, France 0, France 5, Trace Urban et aussi devant bien sûr ATV qui était le concurrent en direct qui est descendu à 2,08 et Canal 10 a fait un bond en doublant sa fréquentation, donc ça veut dire que les émissions que nous présentons sur cette chaîne vous intéressent en Guadeloupe, en Martinique et en France, et on va essayer de passer à la vitesse supérieure d'ici le début de l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. De très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Voilà, merci à tous les téléspectateurs et auditeurs. C'est aussi grâce à eux. Grâce à des émissions comme la vôtre, comme notre journal, à toutes les émissions qui sont présentées, la grande édition le soir, les émissions d'Evelise, Chicanos, etc. Tout cela fait un bloc qui permet justement aux gens de rester. Parce que, attention, Canal 10 c'est la seule chaîne en Guadeloupe qui ne présente que des émissions made in Guadeloupe. Il n'y a pas
d'émissions des chaînes françaises, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, Canal 10 réussit, il faut le dire, c'est un exploit, en dépit de moyens qui sont limités, qu'on espère pouvoir se développer. Mais enfin, les choses vont mieux et c'est tant mieux. Allez, salut, c'est fini la réalisation. Aujourd'hui, c'était Mr. Zébris, Z comme Zébris, Z comme Zorobabel, les autres Z comme Zandronis et Z comme ZCL. Tous les Z sont là aujourd'hui et tous les Z aussi. Salut.